Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue dans cette dernière partie de l'édition du soir que je vous présente en compagnie d'Issa Tine. Bonsoir Issa. Bonsoir Moussafa, bonsoir à tous. Pour cette deuxième partie, nous parlons d'enseignement supérieur, des universités qui reprennent le 1er septembre prochain. Il y a tellement de préalables à remplir. Nous allons en parler avec le secrétaire général du syndicat autonome de l'enseignement supérieur, Malik Fall. Bonsoir à vous. Bonsoir Moussafa. Bonsoir également à Issa et à tous vos téléspectateurs. Reprise le 1er septembre, dit-on. Pensez-vous que c'est faisable? On laisse le soin à ceux qui l'ont décidé de le dire. Ce que je peux dire par contre, et je le rappelle avec force, parce que depuis quelques jours quand même nous ne cessons de le dire, nous n'avons pas été invités ni associés aux préparatifs donc, de cette reprise et par conséquent nous gardons notre neutralité par rapport à cela et nous attendons de voir d'ici le 1er est-ce que de façon effective la reprise se fera ou voilà, est-ce qu'il y aura encore des couacs ou non. Vous nous dites que vous n'avez pas été associé, c'est-à-dire que, est-ce que cela veut dire que le SAES n'a pas été invité à participer à ce processus qui a permis de prendre la décision de reprendre le 1er? Mais ça, je le dis avec, formellement, nous n'avons pas été ni invités ni associés. Alors, nous avons entendu bien sûr donc, les arguments du ministère de l'Enseignement supérieur qui nous a parlé tout simplement donc, de décisions prises par les instances dans lesquelles instances le CS est présent et je me mets en porte-à-faux par rapport à cela parce que dans ces instances, le CS n'a jamais donné de mot d'ordre. Et nous avons toujours voulu être neutres par rapport à cette question-là. Et dans ces instances, que ce soit au niveau du des conseils d'administration ou au niveau des assemblées d'université, nous n'avons qu'un représentant. Ça veut dire que quelquefois même, nous pouvons même être minorisés dans cela. Mais qu'à cela ne tienne, nous prenons acte donc, de ce qu'ils ont dit. Mais vous me permettrez vraiment, Moustapha, si c'est possible, de prendre 5 minutes pour expliquer un peu la situation. Parce que aujourd'hui, les gens, disons, on a l'impression que le ministère est en train de masquer un petit peu donc, quelques carences que nous avons notées dans le management et également dans le fonctionnement de l'enseignement supérieur. Je voudrais rappeler que le ministre de l'Enseignement supérieur a fait une sortie au mois de septembre pour dire que désormais, tous les bacheliers vont être orientés dans les universités publiques sans avoir pris l'aval des instances pédagogiques. Mais le CS s'est montré très, je veux dire, patriote et avait décidé d'accompagner ce processus, mais en posant quand même sur la table un certain nombre donc, de préalables et un certain nombre donc, de mesures d'accompagnement. Malheureusement, il y a eu beaucoup donc, de louvoiements de la part donc, du ministère et également de promesses non tenues. Aujourd'hui, au moment où on arrêtait les enseignements au niveau de l'enseignement supérieur, le 15 ou le 16 mars, je voudrais rappeler qu'au niveau, il y a en dehors de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, parce que l'université Gaston Berger avait été dans cette situation pratiquement, disons, assez stable, parce que l'année d'avant, nous avions pris un certain nombre de mesures pour permettre à l'université Gaston Berger de retomber sur ses pieds. Mais quand vous prenez l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, c'est vrai, il y a les enseignements qui étaient nous étions un petit peu avancés dans le premier semestre, mais avec beaucoup de difficultés. Parce que quand vous allez au niveau de la faculté de lettres, on avait des groupes de TD qui faisaient 500 personnes. Mais 500 personnes, c'était un amphithéâtre. C'est un amphi pour des groupes de TD. Mais malgré tout ça, et ensuite, nous étions obligés de sortir donc des universités pour aller squatter dans les écoles publiques environnantes, dans les lycées, pour pouvoir faire cours. Mais malgré ça, les collègues ont fait preuve d'un patriotisme exceptionnel pour pouvoir tout simplement donc, faire ces cours dans ces conditions. Quand vous allez à l'université El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack, au moment où on arrêtait les enseignements au mois de mars, on était à 2 semaines de cours. Alors, il faut savoir que l'université El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack était
faisait partie d'un projet avec l'UAM, j'y reviendrai tout à l'heure, pour permettre tout simplement donc de désengorger les universités, mais c'est ce qui permettait également de pouvoir pratiquement orienter tous les bacheliers dans le public. Combien de premières pierres on a posées au niveau de l'université Assane Seck de Ziguinchor? On a posé une première pierre, une deuxième première pierre, une troisième première pierre, et ainsi de suite. Mais on en est encore à ce stade-là. Mais voilà une université qui, au démarrage, avait 2000 étudiants, avec 29 enseignants. 2000 étudiants pour 2000 étudiants avec 29 enseignants. Parce qu'ils étaient 35, mais sur les 35, on n'avait recruté que 29 après enseignants. Cette année, on leur a encore envoyé 2000 autres étudiants, ce qui fait 4000 pratiquement étudiants. À Ziguinchor, 4000 déjà. Non, à Kaolack, avec à peu près 30 enseignants. Donc, au moment où on fermait les universités, l'université Assane Seck de Ziguinchor n'avait fait que l'université El Hadji Ibrahima Niass n'avait fait que 2 semaines de cours. Vous allez à Ziguinchor. À Ziguinchor, qu'est-ce qui s'est passé? L'université était dans une situation plus ou moins stable. Le ministre décide d'y envoyer 3000 bacheliers, moyennant des mesures d'accompagnement. Ça veut dire que donc quasiment ils ont doublé l'effectif qu'on avait l'habitude d'y envoyer, avec des promesses de mesures d'accompagnement. Mais nonobstant cela, ils n'ont pas envoyé les 3000, ils ont envoyé 3400 dans des filières qui ne pouvaient pas contenir ce qu'on leur a envoyé. Mais cette université, finalement, s'est retrouvée dans une situation de grève. Donc, 2 semaines de cours. Aujourd'hui, on nous propose un schéma. L'université Assane Seck va reprendre ses enseignements au mois d'octobre. Ça veut dire que donc, les bacheliers de 2019 vont pratiquement poursuivre l'année universitaire à partir d'octobre. Ils vont perdre une année, si je comprends bien. Mais c'est une année blanche quasiment. C'est une année blanche, voilà. Une année blanche pour le dire. C'est pas à nous de le dire. Mais quand même, quand cela ne tient, nous avions proposé un schéma, et en accord avec les étudiants, et devant le ministre, devant le médiateur donc, de l'université, le ministre avait pris des engagements fermes. Sorti donc de cette rencontre, il appelle son nouveau recteur et lui demande de faire le contraire de ce sur quoi nous étions entendus. Vous avez entendu? Comment ça? Et le recteur, figurez-vous, qui arrive en conseil d'administration et qui dit à tout le monde qu'il n'a jamais été demandeur pour être un recteur. Qu'on l'a trouvé dans son petit coin au Maroc, en train donc de faire ses travaux. On l'amène ici, donc si les gens le veulent, il va partir. Et ça, voilà, ça veut dire qu'on nomme un recteur qui n'a aucune motivation pratiquement. Quand je vous entends parler, moi, j'ai l'impression que ça traduit un manque de sérieux dans l'enseignement supérieur quand même. Je ne vais pas le dire. Oui, je l'ai dit moi. Je vous le concède. Donc, mais tout cela, vous allez à Thiès, c'est la même chose. À Thiès, on est dans une situation avec des vitesses de fonctionnement donc des différents établissements, mais qui sont à des vitesses très variables. Mais en tout état de cause, à Thiès également, on était dans une situation quasiment où presque certaines de ces UFR étaient à 2 semaines de cours. Et c'est là où même nous avons inventé le terme donc de la pédagogie polygamique. Ça veut dire que tout simplement dañ doon aaye salle bi kii ñooy aaye buñ suba salle bi ñeneen ñoo koy aaye wala ainsi de suite. Donc c'est là où on a sorti le concept donc dans ces conditions, est-ce qu'il ne fallait pas peut-être perdre une année scolaire pour un peu reprendre vers octobre ou novembre? Non, ça dit que en réalité Issa, le SAES quand même est constitué d'experts. Nous avons toujours su reprendre les choses en main si on nous y associe. Nous avons toujours su gérer donc les situations. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que on se retrouve dans une situation où le ministre dit que je ne vais pas discuter avec donc les partenaires sociaux parce que tout simplement les instances pédagogiques ont décidé et chaque université va tout simplement donc édicter ces mesures pour reprendre. Alors ça nous donne quelle impression? C'est comme si on a un chef d'orchestre qui prépare un concert et qui demande aux différents musiciens, les guitaristes, restez dans votre coin. Aux percussionnistes de rester dans son coin. Restez dans votre coin, entraînez-vous. À celui qui est à la batterie. Voilà, entraînez-vous. Oui, maintenant le jour du concert, on se retrouve ensemble.
s'il y a un problème de symphonie musicale, il faudra aller voir. Donc sérieusement, il y a un problème de management de l'enseignement supérieur. Et souvent, souvent il parle même d'immixtion du ministre de l'enseignement supérieur dans vos instances pédagogiques. Mais ça, on l'a déploré. Nous avons dit que de tous les ministres de l'enseignement supérieur, pratiquement, moi en tout cas de ce que je sais, c'est l'une des personnes qui s'est le plus illustrée, en tout cas dans l'immixtion du fonctionnement donc des universités à travers donc les instances pédagogiques. Maintenant, c'est vrai, on lui a laissé une grande période de grâce et nous avons également disons, fait preuve d'un grand patriotisme avec donc le phénomène de la Covid-19 qui s'est installé donc dans notre pays. Nous avons voulu quand même être dans un confinement syndical et être également dans une pause syndicale. Le confinement syndical est terminé? De toute façon, nous attendons en tout cas donc la reprise. Oui. Et une fois donc, on sera donc à cette... Justement, Malick Fall, vous n'êtes pas associé à tout cela, vous le dites, même si vous êtes représenté dans certaines instances, c'est en tout cas ce que dit le ministre, mais nous sommes à quelques petits jours du 1er septembre. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne pas rater cette reprise? Mais c'est ce que nous avons dit. Mais ce matin, j'ai eu une discussion avec le conseiller technique numéro 1 du ministre qui a été pendant 6 ans chargé de revendication du SAES et pendant 3 ans, il a été le secrétaire général adjoint du SAES, c'est-à-dire mon adjoint. Et il pense que le SAES n'a pas besoin pour le moment de l'associer dans les préparatifs. Nous prenons acte et nous attendons. Il veut dire ça? Oui. Et pourtant, vous êtes les premiers acteurs quand même. Mais c'est vous qui dispensez les cours. Je leur ai rappelé que, en réalité, les acteurs à la base, c'est ceux-là qui font l'enseignement supérieur. Les instances, c'est vrai, c'est nous. Ce sont ces acteurs qui sont représentés dans ces instances, mais toutes décisions qui sont prises au niveau de ces instances, ce sont des décisions qui sont exécutées par la base. Et donc, il faut faire tout pour que cette base-là puisse être plus ou moins donc associée dans les prises de décision. Maintenant, ils sont libres, parce que c'est eux qui sont nommés. Oui. C'est le ministre qui est nommé. Il a la responsabilité et la charge donc de conduire l'enseignement supérieur. Nous sommes donc des acteurs. Si on nous demande notre point de vue, nous le donnerons pour permettre au secteur de pouvoir fonctionner correctement. Si on ne nous demande pas, mais nous prendrons acte et nous attendrons de voir. Vous le dites vous-même, même si vous n'êtes pas associé, vous êtes acteur. Oui. Vous êtes un syndicat qui regroupe des enseignants qui seront dans les amphis dans les jours qui viennent. Du point de vue sanitaire, est-ce que vous pensez aujourd'hui, comme l'a dit les étudiants qui étaient avec nous la semaine dernière, qu'il y a de réels risques, aussi bien pour les étudiants que pour les enseignants? Mais on l'a dit, et mieux encore, vous savez, l'université Cheikh Anta Diop est la plus vieille université du Sénégal. Oui. Ça veut dire qu'en termes de vieillesse, c'est là où on rencontre les enseignants les plus expérimentés, mais également les plus vieux. Et c'est là où nous avons 80 000 étudiants. Oui. Et c'est là où le ministre décide tout. La moyenne d'âge de ces enseignants-là, ça tourne autour de 50, 60. Vous avez une pyramide des âges qui a des niveaux différents. Mais je peux vous dire aujourd'hui que nous, d'après donc les projections que nous avions faites, il y a de cela 3 ans, sur les 5 années, de 2018 jusqu'à 2023, on allait avoir plus de 500 personnes qui allaient partir à la retraite. Parmi les enseignants? Oui. Parce que là, quand on regarde un peu l'université, les enseignants qui avaient encadré le président Macky Sall, peut-être, il y en a qui sont toujours là, il y en a qui sont partis. Mais malgré tout, on regarde l'université, on regarde le corps enseignant, on sait que c'est des gens qui ont pris de l'âge. Tout ce qu'on dit sur le Covid-19, les risques que ça comporte pour les personnes âgées, quand on leur dit de se retrouver avec une centaine, 200, 300, 400, des milliers d'étudiants dans des amphithéâtres, on a forcément peur. Mais non seulement on a beaucoup d'appréhension, mais comme je l'ai dit, c'est-à-dire que nous restons zen. Oui, vous restez zen. Nous restons zen. Parce que nous attendons le 1er septembre.
Oui. Peut-on s'attendre maintenant à une reprise avortée ou bien une grève même du SAES? Parce que quand il s'agit de manifestations ou bien de marches pour réclamer des sommes d'argent, on voit le SAES au devant de la scène. Quand on vous sacrifie maintenant côté sanitaire, vous ne dites rien. Non, on ne sait pas qu'on ne dit rien. On attend. Je vous l'ai dit. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous avons en face de nous un ministère qui essaie de percer ce que nous sommes en train de préparer et ce que nous pensons. Ah d'accord, parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Non, de toute façon nous attendons. Et c'est ça que ils veulent savoir ce que nous faisons. Ils veulent savoir ce que le SAES va faire à partir du premier. Mais nous sommes suffisamment responsables et suffisamment grands. Au-delà donc, du... nous attendons en tout cas le premier. Mais une reprise par vague à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, avec beaucoup de difficultés même, les étudiants ont refusé, mais on va commencer en premier lieu avec 4500 étudiants. Est-ce que même c'est faisable côté pédagogie? En principe, ça devrait être possible. Ça veut dire que, Issa, quand on voit des acteurs qui acceptent de se sacrifier pour le sous-secteur, ce qui est normal, c'est d'avoir ces acteurs avec soi et de discuter avec eux. Il y a des choses sur lesquelles je ne veux pas y rentrer tout de suite, parce que c'est notre stratégie. On y sera très prochainement. Je ne vais pas dévoiler ce que nous ferons. Mais nous sommes des acteurs. L'idéal aurait été, comme ils l'ont fait quand ils ont voulu orienter les bacheliers, ils ont appelé donc le SAES pour discuter. Le SAES, pratiquement presque, a forcé la main à certains caciques qui ne voulaient pas du tout entendre d'orientation de parce tous les bacheliers. qu'on ne le rappelle pas très souvent, mais il faut rappeler que tous les bacheliers ne sont pas destinés à l'université quand même. Mais il y a des caciques qui ne voulaient pas disons qu'on soit associé à cette politique d'orientation de tous les bacheliers. Mais nous sommes des patriotes, nous sommes des Sénégalais. Donc nous faisons une lecture sociale donc, de la question. Donc, mais c'est parce qu'ils avaient associé le SAES, ils avaient discuté avec le SAES que nous avons pu accompagner le processus malgré les, disons, tergiversations du ministère, malgré les promesses non tenues, malgré beaucoup de choses qui ont été dites et qui ne se sont pas réalisées. Mais malgré tout ça, nous avions accompagné le processus. Aujourd'hui, on va vers une autre situation qui est encore plus compliquée. On nous dit, on n'a pas besoin de vous. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est compliqué de régler ça. Est-ce que vous ne voulez pas de nous? Oui. Dans les discussions en tout cas. Nous également, vous restez à votre place. On reste à notre place. Et vous regardez faire. Et nous regarderons. Ce qui va se passer le premier. Nous ne regarderons pas seulement. Au moment venu, nous ferons ce que nous avons à faire. Ça veut dire que si le premier, si la rentrée du premier est ratée, on entendra le SAES. Mais attendons le premier. D'accord. Alors, le premier, on verra. Cette politique-là, qu'on peut résumer à... Bref, tous les bacheliers à l'université. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Est-ce que c'est possible de continuer à dire que tous les bacheliers seront orientés dans les universités publiques? Moussafa, le Sénégal n'a pas encore atteint les normes de l'UNESCO en termes de population estudiantine. Nous sommes très loin de ça. Donc les universités peuvent encore aspirer. Le problème qui se pose, c'est que tout simplement on a une mauvaise politique de management de l'enseignement supérieur. Marito, qu'on le veuille ou non, on peut lui reprocher tout. Mais il avait une vision. Marito a une vision pour l'enseignement supérieur. Il a une intelligence managériale, il a une élégance intellectuelle. Ce que vous ne retrouvez pas chez l'actuel. Je ne le dis pas. De toute façon, je constate que Marito a une élégance intellectuelle et il a une élégance et une intelligence managériale. Je vais vous dire, quand le problème de Saint-Louis s'est posé, l'actuel conseil technique numéro 1 du ministre qui était à l'époque mon adjoint en tant que secrétaire général adjoint, nous étions ensemble à Terroubi. Excusez-moi donc de faire de la publicité. Il n'y a aucun problème. Parce que Saint-Louis était dans une situation tellement complexe et compliquée que nous avons demandé à nous retrouver tous ensemble. Et ça, c'est le SAES qui avait demandé ça. Nous nous sommes tous retrouvés ici, à Terroubi, de 9h du matin jusqu'à 22h.
tous les acteurs de Saint-Louis étaient présents, à l'exception des étudiants, à l'époque. Nous nous sommes retrouvés ensemble. Mary-Teuw a dit, on laisse tout le monde parler, et on écoute tout le monde. C'est ça, un bon dirigeant. C'est-à-dire avoir l'intelligence de l'écoute, avoir l'intelligence et l'élégance managériale, et également l'élégance intellectuelle. Cela veut dire que si on écoute tous les acteurs, enseignants, tous les acteurs de l'enseignement supérieur, on trouve la solution. Malgré le Covid et tout cela. Parce que xam nga Sénégal lu mu bañ. Je vais vous le dire en wolof. Allez-y. Sénégal dafa bëgg ku ko yëg. Doomu aadama dafa bëgg ku ko yëg. Nga ne ko ci lii ci nga bokk. Tout ce qui se fait sans moi se fait contre moi. A-t-on l'habitude de dire. Jeex na. Grand merci à vous. Allez-y, c'était juste une question. Est-ce que ce n'est pas parce que le ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne, ne connaît pas du tout l'enseignement supérieur, même si vous n'osez pas peut-être dire le mot? Mais je veux pas, vous savez, moi j'évite de faire j'évite d'avoir des considérations personnelles. Parce que quand même, nous sommes tous des êtres humains. Nous avons nos familles, nous avons nos enfants qui nous regardent. Et on ne souhaiterait pas dire des choses à quelqu'un qui blesserait sa famille et ses enfants. On ne le souhaite pas. Bon, mais c'est vrai que quelquefois on est tellement coincé qu'on est obligé quelquefois de sortir donc des mots. Absolument. Mais c'est pas notre vocation de tirer sur quelqu'un. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, je voudrais quand même dire que manager l'université, ça demande une certaine intelligence et une certaine élégance intellectuelle. Et autre chose également sur laquelle je voudrais terminer, c'est que la plus grande bêtise intellectuelle, c'est de penser qu'il n'existe que le présent. Merci. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du SAES et que vous étiez l'invité de cette deuxième et dernière partie de l'édition du soir que j'ai eu le plaisir de vous présenter en compagnie d'Issa Tine. Merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne. Mesdames et messieurs, merci de la fidélité au programme de la Voix des Sans-Voix et bien à vous. Bonsoir. N'y a-t-il pas de l'arnaque autour des tests soumis aux voyageurs entrant au Sénégal à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass à AIBD? En tout cas, selon canal221.com qui pose la question, on est tenté de le croire si on suit le professeur Issa Wane. Et le site nous précisait que sur sa page Facebook, le président de l'association sénégalaise des professionnels de santé publique révèle que des agents d'un laboratoire privé qui n'a aucun pouvoir de police de l'hygiène ni à l'intérieur ni aux frontières exige à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass aux passagers à l'arrivée de refaire le test parce qu'ils l'avaient déjà fait au pays de départ, le test Covid-19 moyennant 40 000 francs CFA sous prétexte que le rendu du résultat avait été fait par email. Désolé, ça sent l'arnaque à plein nez. Peut-être que notre ami Tandakha Dieye pourrait nous expliquer, écrit le spécialiste en santé publique. Joint au téléphone par Walf Quotidien, professeur Tandakha Dieye, chef de la plateforme du service d'immunologie infectieuse à l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation, rappelle que le Sénégal exige que quand vous entrez dans le pays, que vous soyez testé. Si vous n'avez pas fait le test en venant, mais cela est du ressort de la police, de l'AIBD qui vérifie et oriente les passagers et non les laboratoires. Il faut savoir que le laboratoire n'est pas la police. Laisse-t-il entendre plus de précisions dans canal221.com. La CEDEAO n'a pas intérêt à déstabiliser le Mali, bouclier de la sous-région contre les groupes armés. Tel est l'avis du colonel à la retraite Mamadou Hadj, expert en gestion de situation d'urgence, spécialiste des affaires civiles et de la communication de défense. Dans l'entretien qu'il a accordé à nos confrères de Sénéweb, il revient en détail sur la force en attente de l'organisation régionale.
Enchaînons avec Walfonet.com qui, sur un registre tout autre, nous apprend que c'est un soutien de taille que vient d'engager Alassane Dramane Ouattara dans sa volonté de briguer un 3e mandat. Il peut en effet compter, en plus de la France, sur les États-Unis. Dans un communiqué à lire dans les colonnes du site, l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, qui appelle à la paix, estime que le différend né du reniement d'Ado doit être vidé par les magistrats que ce dernier a nommés. Pour sa part, africaguinée.com rapporte qu'en Guinée, la Cour constitutionnelle a fait une importante annonce relative au dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle du 18 octobre. L'institution annonce dans un communiqué publié ce mardi 25 août 2020 que la liste des pièces à fournir et le modèle de déclaration de candidature à l'élection présidentielle sont disponibles à son greffe depuis le 19 août 2020. Bouclons avec RFIAfrique.com qui livre que les ex-seigneurs de guerre envoyés début juillet dans la province de l'Uturi par Félix Tshisekedi pour négocier